Bon, Franck, un médecin a 250 000 euros de chiffre d'affaires. Est-ce que tu sais me dire exactement combien il gagne? Ça dépend de quoi on parle, mais en pratique, c'est très difficile. Est-ce qu'on parle de revenus? Est-ce qu'on parle de ce qu'il peut investir? Est-ce qu'on parle de net après impôt, net avant impôt? Je ne sais pas. En vrai, combien lui reviennent personnellement, je ne sais pas. Là, comme je pense que ça y est, on ne comprend plus rien là déjà. Non, mais c'est très juste ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, de quoi on parle? Déjà, faudrait-il savoir de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de chiffre d'affaires? Est-ce qu'on parle de rémunération? Est-ce qu'on parle de BNC? Est-ce qu'on parle de dividendes? Est-ce qu'on parle net avant impôt? Est-ce qu'on parle net après impôt? Alors, je vais te dire de quoi je parle. Je vais préciser ma question, vu que tu m'amènes à le faire. Moi, je raisonne net dans la poche. C'est-à-dire, par net, je précise encore plus mon propos, c'est une fois que j'ai payé tous les ponctionneurs, on va les appeler comme ça, vu qu'on est dans un jargon médical. La première ponction, c'est l'URSSAF. La deuxième ponction, c'est la CARMF. La troisième ponction, c'est les impôts sur le revenu. Évidemment, j'ai payé toutes mes charges professionnelles. J'entends par là la cotisation à l'ordre, j'entends par là le loyer, j'entends par là Doctolib, qu'on salue. J'entends par là, qui n'est pas sponsor de ce podcast, parce qu'on paye nous-mêmes ce podcast. Voilà. Bref, j'entends le net, le pur pouvoir d'achat qui me reste pour vivre, pour payer mes vacances, pour payer mes frais perso. Effectivement, et la réponse, elle est complexe. On a révélé en introduction une problématique qui est très récurrente, en particulier parce que dans les médecins qui nous contactent pour parler de la façon dont ils exercent en libéral ou de leur souhait de s'installer à venir, les gens comparent souvent des choux et des carottes, c'est-à-dire qui donnent leur CA, leur BNC, etc. Et donc CA, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le chiffre d'affaires. Explique-toi. Le chiffre d'affaires. Donc c'est intéressant. Chiffre d'affaires, qu'est-ce que tu veux dire par chiffre d'affaires? T'es sûr que tous les médecins comprennent? Parce que t'es médecin, On va voir. Est-ce qu'un médecin libéral est un entrepreneur? Un médecin libéral est un entrepreneur médical. Ah, j'adore cette réponse. Un médecin libéral est un entrepreneur médical. Non, c'est extrêmement important. C'est clair. Parce que la finalité de l'entreprise médicale, c'est de produire du soin de qualité. Ouais. Pour produire du soin de qualité, il faut être dans les conditions optimales pour produire ce soin de qualité. Il ne faut pas être en burn-out. Il ne faut pas être surendetté. Il faut avoir du temps à consacrer à ses patients en consultation. Que ce temps-là, il n'est pas extensible. Et qu'en réalité, faire tourner une entreprise médicale, ça n'a qu'une finalité. Pour nous, s'occuper au mieux des patients. Du patient et du soin. De nombreux patients, puisque la demande est très élevée. Et absolument. Donc c'est ça la ressource. Oui, absolument. Et à quel point, en tant que tous les deux entrepreneurs, et toi entrepreneur de la médecine, mais moi en tant qu'entrepreneur au service des médecins, à quel point c'est difficile de faire tourner une activité, quelle qu'elle soit, quand on a des enjeux évidemment et de qualité de soins ou qualité de service, peu importe. Dans un enjeu où il y a de la volumétrie aussi à délivrer avec des enjeux financiers derrière. Mais à quel point c'est difficile, quand c'est pas ton métier aussi, de monter une activité, de la développer, de la gérer. Et quand, c'est pour ça que je piquais tout de suite sur la notion de qu'est-ce que ça veut dire chiffre d'affaires. Et toi-même, tu me disais dès le départ de quoi tu parles, au fait, quand tu me parles de ça. Et quand on n'a pas les compétences initiales, c'est-à-dire le background académique, le savoir-faire. Parce que pour avoir, nous, rencontré des centaines de médecins, et toi, tu sais de quoi tu parles parce que tu l'es, vous n'avez pas la formation initiale. Il n'y a aucun jugement de valeur. Déjà, respect pour être médecin. Il faut se taper 11 ans d'études, plus ou moins, peu importe, selon la spécialité. Mais après, pour monter une boîte, tu te doutes bien que c'est un métier. Pour la gérer, pour la développer. Parce que je parle de boîte volontairement, parce que être médecin qui se lance en libéral, oui, c'est une entreprise à créer, c'est une entreprise à gérer. Et à un moment, quand tu rentres dans toute cette sphère entrepreneuriale / de l'entreprise médicale, il faut assimiler, appréhender tout un environnement qui est normé, réglementé, complexe. Et waouh, quand tu dois, en plus de ton quotidien de médecin, gérer le patient et tout ce qu'il y a autour, et bim, rentrer dans cet écosystème-là, qui est bizarre, technique, avec tous les enjeux, et tu comprends rien, comment on fait? Qui se complexifie. Profitons là, du temps pour essayer d'éclaircir, en tout cas, quelques idées assez basiques. Mais il n'a pas le temps, le médecin. Il n'a pas le temps. Eh ça tombe bien, on va faire vite. Ok. Non, mais on revient à la question initiale. 250 000. Pourquoi on parle de 250 000? C'est quoi le revenu moyen des médecins selon la spécialité? Un médecin généraliste, tu sais à peu près... en Ile-de-France, en région, en France. C'est un des rares chiffres qui est assez peu disponible, puisque en réalité, les chiffres qu'on voit, là c'est un premier élément de réponse à la question,
les chiffres sur les revenus des médecins en France, ils sont publiés chaque ouais. année par la caisse de retraite d'ailleurs. Oui. Et en réalité, ils donnent le BNC. Exactement. Et en vrai, le BNC, qu'est-ce que c'est? Bah, tiens, on va peut-être pouvoir en parler. Les bénéfices non commerciaux? Les bénéfices non commerciaux. Est-ce que le BNC, c'est égal au chiffre d'affaires? Non. Voilà. Donc, le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des revenus qui ont été générés par un médecin de par son activité médicale. Exactement. Donc, c'est les encaissements, c'est-à-dire le paiement des honoraires des patients directement auprès de l'entreprise, on va dire, du médecin libéral, avant déduction faite des charges professionnelles, des dépenses liées à l'activité. Donc, c'est pas encore le revenu du médecin libéral. C'est les recettes, le chiffre d'affaires que génère l'activité du médecin libéral. Effectivement, c'est soit des patients... Le chiffre d'affaires, c'est vraiment le plus gros... c'est le premier niveau de l'encaissement. Ça correspond à des actes et des consultations, concrètement des consultations, ou bien des actes techniques qui ont été codés, envoyés à la sécurité sociale et reversés au médecin. Donc c'est tout ce que le médecin perçoit. À la question combien on gagne sur la base de 250 000 de chiffre d'affaires et de 50 000 euros de charge. C'est ça que les gens attendent. C'est ça que les gens attendent. Ouais. Et franchement, pardon, la question, elle est très difficile à répondre parce que en vrai, l'activité, elle est variable de mois en mois. Le praticien, il a des niveaux d'honoraires qui fluctuent. Un mois, t'encaisses 20, un autre mois, 18, un autre mois, 22, selon que tu travailles tout le mois. Ouais. Voilà. Tes niveaux de charge aussi, ils varient d'un mois à l'autre. C'est pas fixe, c'est pas linéaire. D'accord ? Et donc, bien sûr, une comptabilité, ça se regarde à l'année. Ce qu'il faut comprendre. Ouais, c'est important, mais ça. toi, dans chaque mois, au fait, t'encaisses, tu dépenses. Chaque mois, tu as besoin de te payer parce que toi, tu as ton loyer à payer, tu vis chaque mois. Ouais. Donc voilà, ça c'est la réalité de tout entrepreneur et notamment d'un entrepreneur de la médecine. Voilà. Le deuxième point, c'est que il faut comprendre, et je le dis en ayant monté un cabinet d'expertise comptable, donc je suis assez à l'aise avec ça, mais en gérant aussi les finances des personnes qu'on accompagne, c'est qu'en fait, il ne faut pas attendre de l'expert comptable. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut surtout pas commettre. C'est d'attendre de l'expert comptable qui va calculer votre rémunération au quotidien. Donc, il faut que vous ayez vraiment la maîtrise de vos finances. Il faut absolument que vous vous formiez à ça, même si... Ça, c'est des très bonnes notions à comprendre, effectivement, que la comptabilité, ça s'analyse sur un an. Effectivement, que la variabilité rend difficile le calcul de la rémunération mensuelle. Très difficile. Mais pour le commun pour tout le monde. Pour les médecins qui regardent cet épisode et quand même qui veulent essayer de comprendre des notions qui, toi, probablement te paraissent naturelles, mais qui, pour nous, le sont pas forcément. C'est formé pour. Est-ce qu'on peut essayer de descendre un petit peu dans le... Je descends, ok. Dans l'entonnoir, on va dire, ce qui va être ponctionné sur ces fameux 250 000 euros et qu'on arrive, dans la mesure du raisonnable, sur un schéma très standardisé. Si je suis seul, célibataire, 40 ans, combien me reste-t-il d'euros dans la poche à la fin de l'année si j'ai gagné? Ok. Alors, on va le faire. J'aurais aimé avoir un tableau là. Ça aurait été 1000 fois plus simple, mais Steve Jobs disait que si on a besoin d'un tableau pour présenter ce qu'on a besoin d'expliquer, c'est qu'on ne maîtrise pas très bien. Donc, on va le faire sans. Alors, tu encaisses 250 000 euros par an. C'est ce que ton activité génère. Tu dépenses charges professionnelles, donc pour les besoins de ton activité, comme tu l'expliquais très bien, 50 000 euros par an. Okay. La première chose, c'est de calculer ta marge, c'est-à-dire ce que ton activité génère comme profit, comme rentabilité. 3 façons de désigner la même chose. Marge, profit, rentabilité, c'est ce que ton activité génère. Tu fais 250 moins 50, ça fait 200. C'est ta marge. Okay. C'est sur cette base, pour faire très simple, en faisant simple, schématique. Très simple, que tu vas faire un premier calcul. C'est te dire, grâce à cet argent-là, ce premier niveau de profitabilité, qu'est-ce que je vais pouvoir me payer? Grâce à ça, tu vas faire une sorte de règle de 3, quoi. Avec cet argent, ces 200 000, je vais devoir faire 2 choses. 1, me payer moi en tant que médecin. Mais à chaque fois que je vais me payer 1 euro, qui est-ce que je vais devoir payer? N'oublie pas, l'URSSAF et la CARMF. Dès que je me paye 1, je suis assez simple, un peu plus complexe que ça. C'est juste pour simplifier le discours. Je sais que tu comprendrais ce qui est beaucoup plus compliqué, je te connais. Mais à chaque fois que je me paye 1,
je vais devoir payer 45%, n'oublie pas. Ouais, ok. Ah, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en vrai, les cotises, elles sont calculées sur la marge. Schématique. Ça, voilà. Ok. Mais n'oublions pas qu'à chaque fois que le médecin génère une profitabilité, il doit payer l'URSSAF. Donc c'est comment, avec cette enveloppe de marge de 200K, je peux à la fois me payer moi et en même temps payer l'URSSAF et la CARF. Sachant que le sujet est beaucoup plus compliqué parce que il y a des acomptes, des régularisations qui se font sur une échelle de temps. Bon. Et donc, avec cette enveloppe... Ça te permet de comprendre. Je te rappelle que les gens, ils démarrent parfois avec des idées très floues. Donc, 250, 50 € de dépenses liées à l'activité. Il reste 200. Égale il reste 200 de marge. De marge. Et avec ces 200, je dois payer à la fois moi et à la fois l'URSSAF et la CARF, sachant qu'il va y avoir un système d'acompte et de régularisation. Et il faut surtout pas... Complexifie pas. 45% sur ces 200 vont partir à la CARF et à l'URSSAF, c'est ça? Oui. Faisons simple. Mais attention à ne jamais me payer trop, parce que si je me paye trop, à un moment, je vais devoir payer des régules en N+1 et N+2, et c'est là où je vais me faire rattraper par la patrouille. Après, on parlera de la façon de s'adapter. Et là, c'est une galère 200, incommensurable. 45% de 290. Oui. Donc, il reste 110. Oui. Est-ce que c'est ça le BNC? Oui. Schématiquement, bien sûr, si des experts comptables regardent, si des spécialistes de la question regardent, on est d'accord, on a mis des petits astérisques partout. Je te fais des calculs très schématique, plus précis, bien sûr. Là, on fait une explication pour que les gens comprennent. Et absolument. Donc, le chiffre d'affaires, la marge, les cotisations exactement, sociales, la clé de répartition reste entre... le BNC. Exactement. Et donc, c'est ça dont on parle quand on voit annuellement les revenus des médecins, exactement. le BNC. Donc, on voit quand même sur ces 110, repère, du coup, tu vas être fiscalisé à l'impôt sur le revenu. Okay. Et là, bon, tu parlais d'un foyer fiscal. J'ai pris un exemple. Solo, célibataire, une part fiscale, pas d'enfant. Et donc là, du coup, selon les tranches marginales de l'impôt, est-ce que tu vas être à 25, à 30, voilà. Après... souvent, les médecins sont mariés avec des médecins. Je fais pas de généralité. Voilà. Mais tu peux taper très, très vite les tranches à 45%. Non, mais c'est bien parce que schématiquement, on a bien compris là déjà ce que voulait dire ce fameux BNC. Pour quelqu'un qui regarderait le classement de tous les ans, c'est à quoi ça correspond. Ouais. Donc, effectivement, c'est l'argent que les médecins gagnent. Et puis après, il leur reste l'impôt sur le revenu qui dépend de leur situation familiale. Absolument. De déduction d'impôts divers et variés. Ouais. Et on a à peu près une idée de... Mais ça, c'est individuel, donc on peut pas avoir un Absolument. chiffre. Donc, premier conseil, pardonne-moi, ne jamais confondre chiffre d'affaires et Très BNC. bien. Donc, ce qu'il y a à la source de tes honoraires, tu parlais des consultations, et ce qu'il y a au niveau du BNC, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, étudiez toujours le net après impôt, c'est-à-dire ce qui vous reste dans la poche, parce que c'est ça qui compte à la fin. C'est ça qui compte. Très bien. Et du coup, ça me donne envie de passer au point suivant, qui est, mais du coup, pourquoi les gens disent micro-BNC, BNC, c'est large? Est-ce qu'il y a une sorte de seuil à partir duquel on peut se dire que le BNC est peut-être plus ou moins pertinent qu'une CELARL, par exemple? Moi, j'ai lu que autour de 150 000 €, allez, 120, 150, ça dépend, et on voit de tout sur Internet, 120, 150 000 €, il valait mieux passer en CELARL. Et on comprend pas très bien pourquoi. Les 150 000 de quoi? De BNC, du coup? Et voilà. Ouais, BNC, voilà, tu me repièges, mais c'est la vérité, c'est qu'on voit tout et n'importe quoi sur Internet. Effectivement. Est-ce qu'un BNC, du coup, maintenant, c'est ce que c'est un BNC, 150 000 €, ça te paraît un seuil approximatif? Encore une fois, toutes les situations sont différentes, mais schématiquement, est-ce que 150 000 €, il faut passer en CELARL? Et pourquoi? Franchement, je peux pas répondre positivement à cette question parce que ça, c'est important. C'est important ce que tu viens de dire. Ouais. Tu as résumé deux mots. Si quelqu'un, ou si vous lisez sur différents sites, des posts LinkedIn, des posts Facebook, passez en CELARL, si vous ne passez pas en CELARL, vous êtes stupide. Il y a là une approximation. Et c'est pas possible de dire ça. Ah, mais il y a des vendeurs de CELARL de ouf. En tout cas, quel pourrait être l'intérêt, on va dire, de passer en CELARL à ce niveau-là? Pourquoi? Quel concept est sous-tendu par ça? Alors, en fait, déjà, ça a évolué. Et ça évolue encore en 2026 et ça va être appliqué en 2025 avec la modification de l'assiette sur laquelle les cotisations sociales sont calculées avec les 26%. Donc c'est appliqué en 2026 mais sur la base des revenus 2025. Donc ça rebouge, ça a déjà bougé. Donc c'est mouvant. Donc ça, faut bien comprendre que ce qui a été valable et ce que disent vos confrères et toute la sphère médicale
moi je suis en CELAR, les dividendes, j'optimise, je remonte dans une holding, je mets dans une SCI, je mets dans une SPFPL. Ce qui était vrai il y a 5 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Et absolument. Et quand vous voyez un confrère, nous on est jeunes, on a 41 ans, mais que tu vois quelqu'un qui est peut-être dans une 2e ou 3e étape de sa carrière, qui a vécu du coup sur le règne de la CELARL il y a 10 ans, et qui a, entre guillemets, je dis pas profiter parce qu'il y a aucune connotation derrière, mais qui a utilisé ce qu'il y avait comme opportunité derrière la CELARL il y a 5-10 ans, comme tu dis. Effectivement, tu as raison. Aujourd'hui, c'est plus aussi optimisable que ça. Et donc quand on entend, quel que soit hein, le message des anciens, des plus anciens, ou des vendeurs de CELARL, ou des gens très bien informés qui conseilleraient de passer en CELARL, ce qui sous-tend cette idée, c'est de dire, attention, peut-être qu'à partir de 150 000 euros de BNC, on arrive dans des revenus pour vivre qui sont relativement confortables. Vous pourriez peut-être utiliser l'excédent de meilleure façon, c'est ça ? Complètement. Que vous le versez dans la poche, c'est ça Ouais, la question, effectivement, mérite d'être posée, mais la réponse, c'est pas évidemment la CELARL, c'est mieux. La question mérite d'être posée car effectivement, plus tu génères de chiffre d'affaires en amont, effectivement, en fonction du niveau de charge que tu as, à un moment, les charges ne sont pas variables et proportionnelles à ton chiffre d'affaires. À un moment, c'est pas parce que tu es radiologue que tu vas avoir des charges qui vont augmenter proportionnellement à ton chiffre d'affaires. Ça se trouve, tu vas générer un gros niveau de marge, donc un gros potentiel de revenus derrière. Et tu vas dire, mais moi, j'ai peut-être pas besoin de gagner non plus 10 000, mais 15 000, non plus 15 000, mais 30 000, non plus 30 000, mais 50 000 euros par mois. Je prends vraiment des gros montants pour montrer tirer l'exemple au max. Et tu te dis, moi, 10 000 par mois, ça me suffit. Et c'est déjà énorme hein, quand tu connais le salaire médian en France. Et le reste, je pourrais le travailler autrement. Et c'est là où tu te dis, moi, je suis plutôt dans une approche patrimoniale. Je pourrais l'investir. J'en ai pas besoin pour vivre au quotidien. Et j'ai plutôt une dynamique long terme. Et il y a des schémas, effectivement, qui existent. On parlait d'un montage CELARL. Je le remonte en dividende dans une holding. Je le fiscalise très peu avec un régime Murphy, avec un frottement sur le 95-5%. Et derrière, je le fais redescendre au travers de SCI ou autre montage. Ça existe même en dehors des professions réglementées. Voilà. Ça se fait, ça se pratique. On en a quasiment 400 boîtes nous qu'on gère comme ça, donc il n'y a aucun problème. On les maîtrise à 100%. Ça marche. Ouais. Ça dépend de la situation, ça dépend des projets. Et effectivement, la particularité du milieu réglementé médical, c'est que, je le rappelle, on en a parlé dans d'autres podcasts ensemble, c'est qu'il y a un fait générateur de ce revenu-là. Et le fil conducteur, c'est que, qu'est-ce qui a généré ce revenu, Franck ? C'est tes médecins. Médical, exactement. Médical. Okay. Et en fait, il y a quelque chose qui se passe, c'est que le fil conducteur, qui vous oublie pas, qui vous trace, c'est que l'URSSAF et la CARF est là, tout le temps. Ouais. Voilà, il suit. Et en fait, ça, c'est ce qui se passe. C'est pas moi qui raconte ça. Moi, je ne suis rien dans cette histoire. C'est pour que les gens, alors, parce que là, on a été un peu loin, effectivement, sur ce côté-là. Ouais. Donc, en gros, globalement, un médecin qui s'installe en libéral, je refais vraiment très synthétique, génère un chiffre d'affaires sur lequel il dégage une marge. Sur cette marge, il va payer ses cotisations sociales. Ça va lui générer un revenu. Et ce revenu, il va payer l'impôt sur le revenu derrière. Bon, schématiquement, calcul très simple, consultation de 30 €, il reste environ 6 euros. 6 euros net d'impôt. Net. Pur. Ok. Donc ça, c'est globalement le schéma. Ensuite, on dit, si vous avez suffisamment pour vivre, attention. Posez-vous la question de, avez-vous vraiment besoin de toute cette rémunération parce que vous pourriez l'utiliser autrement ? Et que si vous l'utilisez comme du revenu, elle sera prélevé comme du revenu, oui. D'accord, donc de la cascade qu'on vient de dire là, en réalité, et donc c'est beaucoup, c'est objectivement élevé, et donc vous pouvez peut-être vous poser la question de passer en société. La société d'exercice permet d'utiliser une partie de cette marge, en réalité, de la diviser. Très juste. En un revenu et en une poche qui servirait à de l'investissement moyen-long terme. Exactement. Ça, c'est passionnant.
Et donc ça permet, en tout cas je pense, pour ceux qui nous regardent et qui n'avaient pas du tout de notion de cette imbrication, de un peu mieux comprendre. Et alors là, tu as parlé d'un sujet intéressant, cette histoire de holding, alors mère-fille et tout, donc là je pense que tu as noyé une partie des gens, mais on va le reprendre, parce que c'est hyper intéressant. Carrément, l'étape d'après, c'est que tu as une poche que tu ne t'es pas versée en rémunération. Oui. Et cette poche, pourquoi on la ferait remonter encore au-dessus dans un autre étage? Quel est l'intérêt de faire ça? Alors là, déjà, on est dans des montages complexes, parce que... Ouais, non, mais c'est la hype. Ouais, on parlait de hype sur un autre sujet. C'est vrai que on voit souvent Cellar, Holding, Cellar, SPFPL, waouh, société. C'est clair. On comprend plus rien là. Là, non seulement c'est complexe, de deux, il faut être, comme tu le disais, à un certain niveau d'activité, à un certain niveau de revenu. Et de trois, moi j'aime bien me poser la question, c'est quoi mon objectif? Pourquoi je le fais, au fait? C'est quoi l'intérêt? Derrière, il y a une logique patrimoniale, il y a une logique d'invest, il y a une logique long terme. Et tu structures toujours ces montages-là avec un objectif. Sinon, tu le fais pas, parce que on parle de hype, ça fait stylé de dire en soirée j'ai une holding. Mais au fait, on s'en fout, parce que monter une holding, la gérer, la démanteler, si derrière ça marche pas, c'est que de la galère, c'est que des coûts. On n'a pas envie de se taper des avocats, des experts comptables. Si derrière il n'y a pas un intérêt patrimonial, il n'y a pas un intérêt de transmission, il n'y a pas un intérêt d'optimisation, parce que c'est quoi le but? C'est de se créer du patrimoine, gagner de l'argent, transmettre à ses enfants. Et pas d'avoir à se palucher tout ça. Moi, j'ai pas envie de complexité. Je veux juste de l'optimisation, du capital, du patrimoine et de la transmission à mes enfants. Donc, il faut vraiment toujours se dire où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller. Et parfois, on voit quand même des approches un peu inversées. Oui. Je sais pas si tu as rencontré des gens qui viennent en te disant je veux monter une holding. T'as envie de faire quoi, en fait? C'est quoi le truc? Et en vrai, tu vois que la holding, c'était pas le bon projet. Donc, on en est où en termes de rémunération? On veut aller où? C'est quoi le projet? Et derrière, on adapte la structuration. Et du coup, pour répondre à ta question, si, faut presque faire des checklists. Si niveau d'activité stable, linéaire, maîtrisé, niveau de chiffre d'affaires, check. Si derrière, vous avez un bon niveau de vie, bien maîtrisé, tout est sous contrôle et vous avez plus d'argent que vous en avez besoin, et que derrière, vous êtes dans une autre étape qui est une étape j'investis, je fais du patrimoine, je veux faire de l'IMO, où je développe l'activité aussi. Où je développe l'activité, exactement. Et il y a un point important dans tout ça, c'est que la société d'exercice libéral, elle n'a qu'un objectif, c'est la production de soins. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut acheter, investir dans de l'immobilier avec une Cellar? Il me semble que c'est pas possible. C'est aussi pour ça que s'il y a un excédent d'argent dans cette société d'exercice libéral, on le fait remonter. On va faire des investissements un peu plus variés, mais attention là, il y a un point majeur, je crois, d'attention, c'est qu'à une époque, les holdings médicales, réservées aux professions libérales, on entend, moi je l'entends encore, certains confrères qui ont investi dans tout et n'importe quoi avec leur holding. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est non. plus possible. Ah ouais, je te confirme, ouais. Okay, effectivement. Ça, ouais. Et je te confirme pas que de moi. En l'occurrence, nous, on est entouré d'avocats spécialisés auprès des professionnels de santé. Et effectivement, donc ça limite quand même. Il y a un cadre quand même assez strict. Donc ça va dans ton sens, c'est-à-dire que un excédent d'argent qu'on utiliserait pour développer son cabinet médical au niveau de la Cellar, très bien. Éventuellement, il y a encore un excédent d'argent, on le fait remonter dans une holding. Pourquoi faire? Puisque son usage doit être limité à l'exercice médical, c'est-à-dire si on investit dans l'immobilier, c'est du patrimoine immobilier, à travers une SCI, on l'entend souvent, on le voit dans des schémas sur Internet, une SCI qui est consacrée, des locaux. T'achètes les murs de ton cab, locaux médicaux, un logement pour des fellows, pour la garde ou je ne sais quoi. Ouais. Mais effectivement, il n'est pas possible d'investir dans un appartement à Dubaï. Ouais. On est d'accord avec ça? Je te confirme. Donc, ça valide assez bien l'idée que tu utilisais. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et plutôt que de parler de montage, puisqu'on a aussi des gens qui viennent nous voir avec cette question que tu as dit inversée, quoi. Voilà le montage que j'aimerais. La question, c'est pourquoi tu veux un tel montage?
Surtout que les possibilités sont finalement limitées. Donc il y a C'est clair. une petite finesse de stratégie patrimoniale à établir et des objectifs très clairs. C'est hyper intéressant. Je crois qu'on comprend quand même un petit peu mieux, mais finalement, le point, c'est pourquoi tout le monde parle de CELARL sur Internet. La question, elle se pose, je me suis posé la question, et c'est vrai que en regardant un petit peu, déjà, il y a un historique. La CELARL, c'est ancien, ça remonte à plusieurs dizaines d'années dans l'existence des CELARL. L'objectif, effectivement, c'est de développer l'activité médicale. Donc, de fait, il y avait quand même des gâchettes qui permettaient donc, de répartir son revenu, d'investir avec un tout petit peu plus de liberté. Et à une époque, tu l'as dit, un petit peu moins aussi de prélèvements, donc probablement plus intéressant. Bon, les choses ont évolué. Bah oui, le statut est calqué. Ouais, maintenant, je te coupe, mais effectivement, maintenant que tu te payes en BNC directement en entreprise individuelle ou que tu te payes en BNC en CEL, ça reste du BNC. Ah, du BNC. Donc, voilà. Donc ça, c'est effectivement la nouveauté. Que pour ceux qui ne sont pas déjà installés, il y a un point important, c'est que l'année dernière, les premières modifications de ce statut sont rentrées en vigueur. Et donc, il y a eu beaucoup de changements sur ces régimes-là. C'est ça. Et il y a autre chose. L'intérêt de la CEL par rapport à une entreprise individuelle, parce que quand tu te lances en micro-BNC ou en BNC, en fait, tu crées une entreprise. Hein. Donc, même si tu as juste un numéro de sirène et une déclaration à l'INPI à faire, ce qui est somme toute assez simple, tu as une entreprise médicale, comme tu dis, c'est le cas, hein, mais tu as une entreprise qui est rattachée à ton nom propre, mais tu exerces sous forme d'une entreprise individuelle. L'intérêt de créer une société, une CEL, c'est aussi que tu crées une personne morale qui est, par opposition à une personne physique, une entité juridique à part. Qui est vraiment scindée de ta personne physique. Ça fait peur, ça. Ça fait peur ou c'est protecteur? Pour moi, c'est positif. Et voilà. Ouais, pour moi, c'est positif. Que pour une partie des gens, créer une entreprise, c'est quelque chose qui fait plutôt... Alors qu'en réalité, tu dis l'inverse. C'est-à-dire que c'est protecteur, en réalité. C'est protecteur. En fait, créer une personne morale, c'est comme si tu donnais naissance à une nouvelle... à un petit bébé, quoi, une nouvelle entité, un nouvel être, qui a sa propre existence administrative, juridique, fiscale, sociale, mais surtout juridique, et qui te sert un peu de bouclier, surtout juridique, et qui vient créer une vraie distinction entre toi, au titre personne physique, et ton entreprise, d'un point de vue juridique, et qui va exercer pour son compte auprès des tiers. Et elle te crée vraiment une protection, notamment en termes de responsabilité, d'un point de vue patrimonial. Alors, avec une loi Macron qui est passée en 2016, si je ne me trompe pas, il y a eu un vrai pas sur la protection de l'entrepreneur individuel, notamment sur la protection de la résidence principale. Parce qu'à l'époque, la résidence principale de l'entrepreneur individuel pouvait être mise en cause. T'imagines, on pouvait perdre sa résidence principale. Parlons d'un cas concret. Un gros préjudice sur un patient, des dettes très élevées. On travaille ça arrive, hein, des médecins endettés, même avec des hauts revenus, on en connaît. La clinique dans laquelle toute l'activité du chirurgien s'arrête pour une raison X ou Y, problème matériel ou ferme, et le temps que donc il y a des crédits à payer, etc. Et donc là, ça protège, c'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir l'appartement, alors que ça pouvait être le cas auparavant pour l'entreprise. Il y a longtemps. Au-delà de cette loi Macron 2016 qui est passée et qui protège la résidence principale du dirigeant, mais effectivement, la société d'exercice, dans le sens où elle crée une personne morale, crée un meilleur cadre de protection du médecin dirigeant que l'entreprise individuelle. Il y a un autre cadre protecteur qui est l'assurance de responsabilité civile professionnelle, évidemment. Il y a aussi un autre cadre protecteur qui est tout le cadre de l'ordre, profession réglementée, qui fait que vous êtes aussi couvert. Après, évidemment, si tu fais une faute, si tu commets un acte délictueux, voilà, évidemment. C'est intéressant parce que les assureurs poussent en ce moment à ce que, c'est une anecdote, mais ça permet d'illustrer ce que tu dis. Les assureurs poussent en ce moment à ce que les médecins soient à titre individuel assurés sur la responsabilité civile et professionnelle et que leur société d'exercice soit également assurée parce qu'il y a de plus en plus de patients qui, en cas de préjudice, se retournent contre les deux, le médecin et la société d'exercice. J'ai l'impression qu'ils veulent te vendre 2 assurances, c'est pas ça? Évidemment. Non, mais ça joue, mais la réalité, c'est que c'est un produit qui existe
parce qu'il y a un besoin. Bah ouais, c'est sûr, Voilà, c'est donc, sûr. voilà. C'est sûr. Mais, Mais ouais, du coup, en tout cas, derrière ça, il y a aussi donc une protection du libéral. Il y a une logique d'optimisation de la rémunération, parce qu'on est en train de parler d'argent, il ne faut pas l'oublier, on ne va pas se dévier d'un autre sujet. Et entre l'entreprise individuelle, micro-BNC ou BNC, les sociétés CEL-AS ou CELARL, voilà, il y a un enjeu d'aller chercher les formats de revenus les plus optimisés. Et derrière, il y a un autre enjeu qu'il faut comprendre. Tu disais la hype des formats de société, c'est qu'en fait, monter une société et la gérer, c'est aussi, comme tu le disais, ça fait un peu plus peur, c'est un peu plus compliqué. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée un lien un peu plus serré, notamment avec les partenaires, experts comptables, avocats et autres. Et donc forcément, c'est aussi pour ça qu'on vend un peu plus. Je dis je me mets pas dedans parce que moi je suis pas un vendeur. non, mais c'est de pour ça sel. qu'on retrouve sur Internet Tu ou te dans doutes la bien, vie de tous les jours. Il faut être lucide. Voilà, c'est pour ça que j'utilise ce terme-là. Bah ouais. Effectivement, attention à ça. Parce qu'à l'inverse, effectivement, il y a le fait de créer une société quand c'est pertinent, c'est-à-dire que ça a une rentabilité Bah oui. en argent en un, mais c'est peut-être clair. parfois en tranquillisation sur le patrimoine, en sécurisant la transmission du patrimoine dans la famille, etc. Bien Donc sûr. ça, et à l'inverse, créer une société, c'est jamais un coup de trop. Donc je veux dire, créer une holding, par exemple, qui ne servira à rien, Ouais. c'est quand même des frais de création, des frais de comptabilité. De gestion, de compta. Voilà, ok. Donc, Tu as un montage qui est beaucoup moins agile, beaucoup plus qui te fige, qui crée une dépendance vis-à-vis de tiers, les comptables, machin. Et honnêtement, si t'es pas sûr de ton coup, le monde évolue, hein, tu vois, il est turbulent, il est dur. Si t'as pas une activité stable, bon, les médecins quand même, vous avez cette chance-là, mais si t'as pas un projet patrimonial qui est vraiment établi, et que tu n'es pas sûr de ton projet, il faut se poser la question et ne pas se faire je dénonce rien, je ne suis pas un porte-parole de quoi que ce soit, et on en vend, et il n'y a pas de souci. Mais ne pas s'enfermer, ne pas se laisser bluffer par la hype, comme tu dis, c'est très juste. Et au fait, comme on le dit toujours, toi et moi, il n'y a pas de meilleur statut. Ce qu'il faut, c'est adapter à l'instant T. Nous, il y a des personnes qu'on accompagne, on leur dit vas-y, monte-toi en micro-BNC, c'est les bons statuts. Pourtant, ça nous fait gagner moins d'argent, tu vois. Et on est tous là pour gagner de l'argent, en vrai, les médecins comme nous, tu vois. Et en fait, parfois, le bon statut, c'est celui qui peut paraître le moins hype, et c'est le bon starter. Et après, t'upgrades sur un autre, et ainsi de suite. La conclusion. Et parfois, on déconseille même les CELARL, alors que tu as des médecins qui nous viennent nous voir en disant je veux, et ils nous forcent. Hein. Ouais. Et nous, on fait presque l'anti-vente. Et dans d'autres cas, on fait la vente à fond de la CELARL, parce que c'est parfois le bon problème. Donc toujours le bon conseil au bon moment, c'est ça le truc. Et en se disant, c'est quoi qui fait gagner le projet médical, avant tout, parce que comme tu le disais au tout début, c'est le soin, c'est le patient qui compte. Et si l'entreprise médicale est super bien optimisée, derrière, c'est le patient en fait qui en perçoit les fruits. Mais si derrière, tu le disais, le médecin, il n'est pas lui-même bien loti, bah, ça dégrade tout le projet en fait. Donc ouais, il y a un message là-dedans, c'est que il n'y a pas de bon statut, mais par contre, il y a un bon statut à un instant T. Ouais. Ça veut dire, pour se lancer, évidemment, le statut, il faut l'évaluer, l'analyser. Et puis, c'est pas parce qu'on est dans un statut que 2, 3, 4, 5 ans plus tard, on doit y rester. On doit y rester. Absolument. Bah écoute, j'ai l'impression changer de traitement. Exactement. Changer de traitement. Exactement. Bon, bah, en tout cas, écoute, merci Alexandre. C'était très clair. Je pense que merci à toi. Les gens qui nous suivent ont appris pas mal de choses, ou ont compris en tout cas pas mal de choses. Ouais. C'est beaucoup plus complexe que ça en vrai. Mais bon, le métier, c'est aussi de le gérer pour les gens, pour que chacun puisse se concentrer sur son métier et pas faire le métier des autres. Parfait. Merci. À plus. À plus.